Dans le cadre de l'année européenne des citoyens, Europarl TV s'intéresse à la libre circulation des travailleurs au sein de l'Union. Entre deux masters, Anne et Romain ont quitté la France pour vivre un an à Göteborg en Suède. C'était l'occasion de découvrir un peu l'Europe, mais quelque chose qui diffère un peu de notre pays et de notre culture. Centre des impôts suédois, centre d'immigration, Pôle emploi, arrivé il y a un mois, le couple a fait le tour des administrations. Mais jusqu'ici, un seul document semble concret. Il émet des conditions pour obtenir le permis de résidence. Soit on est étudiant ici, on est inscrit à l'université, soit on a un contrat de travail, soit on a suffisamment d'argent sur notre compte pour subvenir à nos besoins pendant au moins un an. Nous avons demandé plus de précisions au centre des impôts. If you do not have a job, you can still come to Sweden and stay here without permits. But then after 6 months, if you're still unemployed, the Migration Board can ask that you show that you are actively seeking for a job and that you have a good chance of obtaining one. So therefore, there can be a problem if you do not have sufficient funds for yourself to obtain the personal identity number, even if you wish to stay for more than a year. Mais en attendant ce permis de résidence, pas de numéro personnel suédois. Et sans ce numéro d'identification nationale, difficile d'avoir une vie normale en Suède. Pas selon la loi suédoise, mais dans les faits. Même si on a accès aux offres d'emploi, comme la plupart, ils précisent bien qu'ils n'acceptent pas les demandes par email ni par téléphone. Ils nous demandent uniquement de s'inscrire via leur site internet. Et là, on bloque puisqu'on n'a même pas accès et on ne peut pas postuler sans le numéro personnel. Difficile donc pour nos deux Français de se confondre avec les Suédois. Comme on n'arrive pas à ouvrir de compte bancaire, on est obligé de retirer avec notre banque française et à chaque fois qu'on retire un peu d'argent, ça nous rajoute des frais, encore des frais, des frais. Et ils sont loin d'être les seuls dans ce cas. José est espagnol, il a obtenu un contrat à durée déterminée de 6 mois. Mais ça ne suffit pas pour obtenir le numéro personnel. I could get a provisional one, which is some similar sort of it, which does not give you the right to stay, nor give you access to the previous things mentioned, like the bank account and so on and so forth. D'autres comme Aurélien et Faïza ont eu plus de chance. Die Personennummer war schwer zu bekommen, aber ich habe mit meiner Chefin gesprochen und dadurch konnten wir einen Vertrag für ein Jahr haben, den man braucht, die Personennummer zu bekommen. J'ai eu mes entretiens effectivement d'embauche depuis Paris. Je suis arrivée ici à Göteborg ensuite, où j'ai pu avoir directement mon personal number. Le consul honoraire de France à Göteborg leur prodigue les mêmes conseils. Il évoque aussi le compte en banque bien fourni. Pour un an. Quelqu'un m'a dit autour de 7 000 couronnes, fois 12, 80 000, ça fait 10 000 euros. On ne peut pas être accepté par l'employeur si on n'a pas un numéro personnel. Ça c'est clair. Et pour obtenir un numéro personnel, en général, il faut du travail. Alors c'est un cercle vicieux. Anne et Romain feront sans doute appel à l'aide financière de leurs parents. Une déception pour ce jeune couple qui aurait préféré voler de ses propres ailes. Vivre dans un pays et travailler dans un autre peut parfois devenir compliqué au niveau administratif. Philippe Schumacher est belge. Il vit en Belgique avec sa compagne et ses enfants. Le métier qu'il a choisi, pilote de ligne, l'a poussé à postuler en France, où il obtient en 2010 son premier contrat à durée déterminée. Un contrat de durée déterminée de 6 mois, au terme duquel mes collègues m'expliquent qu'au niveau des impôts, je dois m'inscrire au centre des non-résidents, mais qu'au niveau du chômage, je dois me débrouiller et m'inscrire au Pôle emploi français. Philippe touche alors son chômage en France et recommence cette démarche à la fin de chaque contrat pendant 2 ans. Jusqu'au jour où Pôle emploi décide de ne plus lui accorder ses allocations. Raison invoquée, il est domicilié en Belgique. Les autorités françaises le renvoient à l'administration belge. Leur réponse était que je travaillais en France, que je cotisais, que mon employeur cotisait pour moi en France et que je devais toucher sans doute du chômage français. Après un hiver passé à chômer sans toucher aucune allocation, Philippe part aujourd'hui à Paris pour commencer un nouveau contrat. Il laisse sa famille derrière lui, le cœur lourd. Je viens avec papa.
En plus de ça, donc, Pôle emploi me réclame les allocations versées précédemment pour un total de 19 200 €. Donc effectivement, si moi je dois rembourser ça demain, je crois qu'il n'y a pas trop de solutions. Hein. Il va falloir soit de vendre la maison, soit de vendre la voiture d'abord, et puis après on verra. Nous avons présenté le cas de Philippe Oclès, le guichet unique français au service de la mobilité internationale et de la sécurité sociale. Ici, la législation européenne est bien connue. Il y a des règles bien strictes en la matière. Vous avez tout d'abord le travailleur frontalier. Le travailleur frontalier, c'est celui qui retourne tous les jours, qui travaille dans un pays et qui réside dans un autre pays où il retourne au moins tous les jours, au moins une fois par semaine. Philippe ne se retrouve pas dans cette définition. Il assure des missions qui durent parfois plus d'une semaine et l'empêchent donc de rentrer en Belgique pendant cette période. Pour les autres Européens travaillant et résidant dans 2 États différents, la réglementation européenne laisse le choix à chaque personne. Tout va dépendre de l'endroit où elle va se mettre à disposition de l'État dans lequel elle va se mettre à la disposition des services de l'emploi. Pôle emploi Service n'a pas souhaité s'exprimer sur ce dossier. En attendant, Philippe a remis son sort entre les mains de Solvit. Ce réseau européen tente de résoudre les problèmes concrets résultant d'une mauvaise application des règles du marché intérieur.